Je vais parler en français, donc j'espère que vous avez un traducteur. Je suis très heureux d'être ici parce que la Turquie a fait un grand succès à mes livres et c'est assez inattendu et c'est un succès très spontané, très frais, qui m'a toujours rempli de bonheur parce qu'il y a une espèce d'enthousiasme à chaque fois que je viens au salon du livre ou quand je fais des signatures, et vraiment il y a une fidélité du public qui ne s'est jamais démentie, et c'est vraiment agréable pour moi d'être ici avec ce public. Moi je voudrais vous parler, c'est le propos de mon discours aujourd'hui, de mon destin personnel, de mon histoire. Alors c'est très loin de toutes les considérations de marketing ou de stratégie ou quoi que ce soit de commercial d'ailleurs, puisque mon histoire c'est un peu justement le contraire. J'ai voulu toujours suivre ma voie, qui allait très souvent à l'opposé justement de tout ce qui était indiqué ou tout ce qui était raisonnable, et finalement cette voie m'a souri. Donc c'est ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui. J'avais dit que je vous raconterais quelque chose qui prouve que, bon, pour avoir du succès, si tant est que j'ai du succès, et j'en ai pas mal, surtout dans mon pays et aussi dans le vôtre, on avait besoin de talent, évidemment, mais aussi de volonté et de chance. Et aussi d'une certaine souplesse. C'est ce que je voudrais vous raconter, parce que moi, au départ, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique. Quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup. Quand j'ai été adolescent, je me suis mis à la musique. J'ai été pianiste, j'ai beaucoup travaillé la musique. Et puis, quand j'ai été un jeune homme, c'est-à-dire à l'époque de l'université, j'ai voulu donc faire une carrière de musicien, d'auteur-compositeur, de chansons. Et finalement, l'université, je m'étais inscrit un peu par hasard en littérature, m'a donné quelques années pour essayer de faire mes preuves en musique et avec mes chansons de réussir. Mais le problème, c'est qu'à mesure que j'arrivais à la fin de mon diplôme, j'avais toujours pas de succès et toujours pas de résultats, et c'était assez angoissant. Et j'étais cramponné à ma destinée, à ce chemin que je m'étais choisi, d'écrire des chansons, et ça ne marchait pas. Alors c'est ça que je vais vous raconter, c'est que à ce moment, je devais avoir 24 ans, 25 ans, il y a eu une vraie rupture dans ma vie, c'est que j'ai eu fini mes études et il était temps soit de choisir un métier, mais comme j'avais choisi littérature, en France en tout cas, ça équivalait à rien du tout, parce que sur le marché du travail en France, si vous choisissez une matière comme la littérature, vous n'avez aucune formation qui puisse être appliquée dans un domaine quelconque, à part être professeur, je veux dire, et je ne voulais pas être professeur. Ou alors j'avais le choix de continuer dans la musique, mais avec ce manque de résultats qui était quand même assez inquiétant, parce que dans le domaine artistique, ce qui est dangereux, c'est que vous pouvez toujours vous dire « je suis un artiste incompris, tout le monde a tort, c'est moi qui ai raison », et l'histoire de l'art est remplie de ce genre d'exemples, bon, je ne sais pas, Van Gogh, ou bref, la figure de l'artiste maudit. La figure de l'artiste maudit plaît énormément en France. On a toujours l'image de l'artiste qui travaille dans sa petite chambre, qui est en train d'écrire des chefs-d'œuvre pour la postérité, mais qui malheureusement, dans sa vie actuelle, ne gagne pas un sou. Alors, j'avais ce choix-là, mais à l'instinct, je sentais que ce n'était pas un bon choix, parce que j'avais choisi la chanson, qui est un art populaire. Et si vous n'êtes pas populaire, quand vous avez choisi un art populaire, c'est que vous vous êtes trompé et que vous n'avez sans doute pas le talent nécessaire pour réussir dans ce domaine. Alors, en réalité, ce qui m'a sauvé, c'est plutôt ce que j'ai cru être mon malheur à l'époque. C'est-à-dire que j'étais très amoureux d'une femme à cette époque et j'ai tout de suite voulu me marier, ce qui était une idée assez originale pour ma génération, parce que en général, les gens restent longtemps ensemble avant de vouloir se marier. Mais moi, j'ai toujours été pour l'engagement. Donc, je voulais me marier, mais évidemment, je n'avais pas du tout le profil du mari idéal. J'avais aucun métier, je me cramponnais à une voie artistique qui ne marchait pas. J'étais évidemment très prétentieux, très orgueilleux. Et bref, pour mes futurs beaux-parents, j'avais vraiment pas du tout un bon profil. Donc en réalité, j'ai dû dire à
à ses parents pour gagner leur confiance que j'allais me mettre à un travail raisonnable, c'est-à-dire un travail qui gagne de l'argent, et que, bon, la musique et toutes ces rêveries artistiques, j'allais les mettre dans un coin. Donc je me suis marié et mon beau-père, donc le mari de la mère de ma femme, c'est assez compliqué parce que ce n'était pas le père de ma femme, c'était quelqu'un de très important dans la publicité, donc comme il voyait que j'étais de bonne volonté et puis que j'avais quand même cette maîtrise de littérature et que je savais écrire des études sur la littérature, ce qui n'avait rien à voir avec la publicité. Il m'a donné ma chance et il m'a pris en stage dans ces agences de publicité. C'est un métier qui m'a énormément déplu. J'ai trouvé ça épouvantable et ça a été un choc, un vrai choc philosophique, parce que quand vous êtes à l'université, on vous apprend que les hommes qui ont raison, c'est les grands auteurs. Et précisément, ces grands auteurs ont toujours écrit contre la bourgeoisie, contre le pouvoir de l'argent, contre tous ces gens complètement stupides qui font des affaires, alors que ce qui compte, c'est l'art. Et finalement, il y a une espèce de langage parallèle à la faculté, d'enseignement parallèle, qui est que vous apprenez la littérature, mais vous apprenez aussi une certaine vision de la vie, qui est que ce qu'il y a de pire, c'est la bourgeoisie, c'est le monde des affaires, c'est de faire de l'argent. Et évidemment, vous êtes à l'université, vous apprenez et vous étudiez ces grands auteurs. Moi, je travaillais sur Flaubert, sur Stendhal, sur Balzac, et vous avez le sentiment que ce sont eux les grands hommes et que les hommes qui critiquent, donc les hommes d'affaires, ce sont eux les petits hommes et c'est surtout ceux-là que vous ne voulez pas devenir. Mais quand j'ai commencé à travailler dans la publicité, je me suis rendu compte exactement du contraire. Je me suis rendu compte que ceux qui avaient le pouvoir, c'était justement les bourgeois, les hommes d'argent, les hommes d'affaires, les hommes qui n'avaient rien à faire de Balzac et de Flaubert. Et c'est la première chose qu'on m'a enseignée dans la publicité. Tu dois tout oublier ce qu'on t'a enseigné à l'université. Tu dois maintenant apprendre à écrire ce qui rapporte de l'argent. Donc en l'occurrence, moi, j'écrivais de la publicité. Et ça a été un vrai traumatisme pour moi parce que j'ai cru que ma vie était vraiment finie et surtout les valeurs en lesquelles je croyais étaient, sinon fausses, en tout cas inutiles, puisque ma vocation était de gagner ma vie, puisque j'étais marié, qu'on allait sans doute un jour avoir des enfants, et que pour gagner de l'argent et être, entre guillemets, utile dans ce monde de business, j'allais devoir renoncer à tout ce que j'aimais, tout ce en quoi je croyais. C'est là où je veux en venir, c'est qu'au lieu de refuser et puis de partir par la fenêtre, je me suis accroché à ce travail et j'ai appris à écrire de la publicité parce que j'ai senti que de toute façon, il fallait que je passe par là. Il fallait que je prouve que je pouvais gagner de l'argent. Il fallait que je prouve que... C'est un peu paradoxal de vous dire ça, mais si je voulais mépriser ce métier, il fallait que je montre que je pouvais le faire. Donc j'ai appris la publicité et puis au bout de quelques temps, comme je n'avais pas oublié mes rêves de musique et aussi d'écriture, parce qu'en même temps, comme j'écrivais des chansons, j'écrivais les paroles et la musique. Et ce que je refusais de voir à l'époque, c'était que j'étais beaucoup plus doué pour écrire des paroles que pour écrire de la musique. Mais bon. En tout cas, au bout d'un an, j'ai renoncé à la publicité, mais je suis parti avec déjà cette petite expérience de l'écriture publicitaire et je me suis mis à mon compte. Je suis devenu freelance parce que en même temps, j'avais vu ce que ça rapportait et j'avais vu aussi à quel point on ne me donnait pas ce que ça rapportait. C'est-à-dire que j'avais un tout petit salaire et ce que j'écrivais, on le vendait très cher. Donc, assez simplement, j'ai compris que si je me mettais à mon compte, je gagnerais, moi, l'intégralité de ce que rapportait ce genre de texte. Donc, je me suis mis à mon compte et j'ai continué à écrire ces textes et j'ai repris ma musique parce que, gagnant pas mal d'argent avec quelques textes, ça me donnait pas mal de temps pour écrire de la musique et puis commencer à écrire un peu des textes littéraires. Mais je n'avais pas encore beaucoup d'idées et surtout, je n'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais que 25, 26, 27 ans peut-être et je n'avais pas grand-chose à raconter. Et c'est là où mon histoire peut être intéressante, c'est que parce que j'étais freelance, parce que je rencontrais beaucoup de gens qui me commandaient des textes et parce que j'étais devenu un peu un commercial de mon propre savoir-faire, j'ai rencontré des photographes
des très grands photographes, des gens qui travaillaient en agence, des photographes de guerre, qui venaient de se mettre à leur compte, qui venaient de monter une agence de photographes et qui cherchaient un type pour leur écrire leur texte. Pas un journaliste qui partirait avec eux, mais un type qui, quand ils rentraient de reportage, c'était des solitaires, ils allaient tout seuls faire des photos à l'autre bout du monde, et quand ils rentraient, ils avaient besoin d'un petit texte que donc j'allais écrire pour vendre leurs photographies aux grands magazines. En France, il y a Paris Match, Le Figaro Magazine, ce genre de magazines. Donc j'ai pris ce travail comme j'avais pris les autres travaux publicitaires, comme une commande. Et j'écrivais leurs petits textes comme j'écrivais des brochures sur... J'étais spécialisé en produits de beauté féminin. C'est pour vous dire comme j'étais loin de mon monde naturel. Donc j'ai commencé à écrire leurs textes et je me suis rendu compte qu'ils faisaient un boulot passionnant et que j'avais jamais pensé être journaliste, mais qu'en fait, c'était pas artistique, parce que moi je voulais être avant tout artiste, mais c'était fascinant, c'était extraordinaire. Donc finalement, toujours avec cette souplesse d'accepter peut-être de faire un autre métier que les premières choses dont j'avais rêvé, j'ai parlé avec un des photographes avec qui je m'entendais bien, qui était un très grand photographe de guerre, un type qui était l'opposé de moi, un type qui n'était pas allé à l'école, qui avait fait toutes les guerres. À l'époque, c'était les guerres des années 80, les guerres en Amérique centrale. Il avait fait l'Iran, l'Irak, enfin c'était un type incroyable. Et il voulait faire des reportages d'aventure et je lui ai proposé de préparer ces reportages, c'est-à-dire de travailler en France pour faire les repérages, mais alors qui m'emmène avec lui. Je voulais bien même travailler gratuitement, mais qui m'emmène avec lui et que je sois un peu le journaliste et qu'on forme un team, le team classique, photographe, journaliste. Il a accepté et du jour au lendemain, il m'a proposé de faire une série de reportages sur les derniers nomades dans le monde, c'est-à-dire les peuples nomades, ceux qui vivaient encore tout à fait dans le mouvement, sans jamais s'arrêter, dans les coins les plus reculés du monde. Pour moi, c'était un choc parce que j'étais un intellectuel, un vraiment très très pur et dur intellectuel, et donc en fait, j'avais jamais voyagé. J'avais jamais dépassé même l'Espagne peut-être, et j'étais comme les intellectuels qui pensent que les grands voyages c'est dans la tête, il faut lire James Joyce pour voyager vraiment dans les mots, dans les images et dans la pensée. Et du jour au lendemain, j'ai préparé donc cette série de reportages. Il y avait 6 peuples nomades à aller visiter. Et je suis parti avec lui et je me suis retrouvé, alors d'abord à la frontière birmane avec un petit peuple de nomades qui vivaient sur des bateaux. Et puis après, on a été au pôle Nord voir les Esquimaux parce qu'ils étaient à l'époque nomades, ils n'étaient plus nomades, mais justement, on voulait traiter ce problème de sédentarisation. Ensuite, je suis allé chez les Pygmées en forêt centrafricaine. Après, en Mongolie, voir un tout petit peuple qui élevait des rennes que personne ne connaissait. Ensuite, on a été dans l'Afrique subsaharienne, au Niger, pour vivre avec les Touaregs, puis ensuite avec les Tziganes, en Europe de l'Est et en Turquie, justement. Donc, si vous voulez, après avoir eu 27-28 années sédentaires, de pensée intérieure, de lecture, je me suis retrouvé avec ce type qui était un homme d'action, à avoir une vie moi-même d'action, et à vivre et à découvrir le monde d'une façon très violente et tout à fait merveilleuse, parce que tout d'un coup, j'ai alors évidemment pris le contre-pied complètement de ma position. J'ai dit, il n'y a plus que l'action qui compte, il n'y a plus que la vraie réalité, c'est-à-dire la beauté du monde, la beauté des peuples, et pour moi, ça a été tout à fait enivrant. Mais en même temps que je voyageais beaucoup avec ce photographe, j'ai découvert les romans policiers, parce que lui lisait des romans policiers, on attendait toujours dans les aéroports, dans les avions, on attendait tout le temps. Le métier de reporter, c'est un métier où on attend tout le temps. Bon. Et j'ai commencé à lire les romans policiers qu'il lisait lui aussi, et j'ai eu un choc, parce que pour moi qui avais une formation littéraire classique, la littérature policière, c'était vraiment un genre mineur, c'était un genre, oui, comme on dit en français, les romans de gare, justement. Et là, j'ai découvert que non seulement c'était une très très grande littérature, mais que c'était une littérature qui me plaisait beaucoup plus que la littérature classique. Et c'est une littérature qui me procurait les émotions que
jusqu'à cette époque-là, je ne retrouvais qu'au cinéma, dans les films d'action, dans les polars de cinéma. Pour moi, le genre policier, c'était un genre de cinéma. Et tout d'un coup, je voyais qu'il y avait des auteurs avec les mots qui arrivaient à recréer cette tension, ces chocs, cette violence, et surtout qu'il y avait des histoires très prenantes. Parce que, évidemment, le problème de la littérature classique, c'est souvent, ça pêche par le scénario. Plus vous avancez dans le XXe siècle, en plus, surtout en littérature française, ça pêche par le scénario. Donc j'ai compris que grâce à cet énorme détour par la publicité, par des boulots alimentaires, par cette approche du journalisme malgré moi, j'étais en train de reconnecter deux choses très importantes. C'est d'une part cette vie d'action qui m'avait procuré un matériau inouï de souvenirs et de pratiques, parce que j'avais vécu de vraies aventures et même de vrais dangers dans mes reportages, et que d'autre part, j'avais ce genre littéraire qui me tendait les bras, qui était le genre policier, et qui m'exaltait complètement et qui m'a tout de suite donné envie de moi-même d'écrire un roman policier. Donc j'ai compris que d'un côté, j'avais du matériau, mes souvenirs, et de l'autre, ce genre dans lequel je pouvais peut-être essayer de m'exprimer, parce que parallèlement, comme j'étais devenu journaliste, j'avais une écriture beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus tendue, et finalement beaucoup plus proche du roman policier. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris en fait différents souvenirs de mes reportages, fondés notamment sur un reportage principal. On avait décidé de suivre la migration des cigognes d'Europe jusqu'en Afrique, en traversant l'Europe de l'Est, puis le Moyen-Orient. Et j'ai décidé d'essayer d'imaginer un thriller qui serait basé sur cette migration des cigognes. Parce que je sentais que si j'arrivais à construire un roman policier avec beaucoup de morts, beaucoup de sang, beaucoup de violence, beaucoup de peur, mais dont le point de départ soit la migration des cigognes, qui semble être quelque chose de très inoffensif, et surtout plutôt quelque chose d'écologique et comme ça, ouvert à tous les vents, à tous les peuples, je tiendrais un roman original. Donc en fait, je me suis levé tôt le matin, parce que j'ai commencé à me lever tôt à cette époque-là, parce qu'évidemment, toute la journée, j'avais mon métier régulier, et j'ai écrit en 1 an et demi à peu près mon premier roman, qui était Le vol des cigognes. Et je l'ai envoyé aux éditeurs français, et j'ai eu une très bonne surprise, parce que c'est par étapes. Déjà, la première étape, c'est de réussir à écrire un roman de 500 pages, tout seul dans votre coin. Déjà, ça, bon, chaque matin, vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Puis la deuxième étape, évidemment, c'est d'être publié, d'avoir la preuve que ce que vous avez écrit est sérieux, peut plaire à un public. Et donc, j'ai eu de la surprise que tous les éditeurs à qui j'ai envoyé mon livre ont voulu l'éditer. Donc, c'était un énorme moment de joie pour moi. Et pour moi, c'était la victoire. Ça voulait dire que j'avais écrit un livre qui était publiable. Donc, Le vol des cigognes, c'était mon premier livre, est sorti en France et il n'a pas eu vraiment beaucoup de succès. Pas mal pour un premier livre, mais mon éditeur attendait mieux. Et donc, j'ai tout de suite dû reprendre le nouveau challenge qui était d'écrire un nouveau livre. Et bizarrement, ça a été beaucoup plus dur d'écrire le deuxième livre parce que pour moi, un journaliste qui écrit un roman d'après ses souvenirs de reportage, c'est toujours possible. Il y a énormément de reporters qui finissent par écrire un thriller d'après un sujet de reportage qu'ils ont fait qui était intéressant. Mais pour moi, le deuxième livre, ça voulait vraiment dire que si je réussissais, que j'étais un auteur, un vrai auteur. Donc j'ai eu énormément de mal à l'écrire. Mais instinctivement, j'ai senti que je devais faire exactement le contraire du premier. C'est-à-dire, au lieu d'écrire un livre de voyage avec beaucoup de choses inattendues, beaucoup de choses documentaires, je devais écrire un livre qui se passerait en France, dans un petit village de France. Et essayer d'être aussi surprenant et aussi tendu avec une histoire dans un petit village avec des gendarmes. Bon, les gendarmes, vous devez avoir les mêmes en Turquie. C'est vraiment pas du tout le synonyme de l'action, du trépidant. Et donc j'ai écrit ce deuxième livre qui s'appelait Les rivières pourpres. Et alors là, je peux vous raconter une anecdote de marketing parce que c'est la seule chose qui est en rapport avec le marketing dans ma vie. C'est que cette fois-là, mon éditeur a dit
bon, ce bouquin est vraiment aussi bien que le premier, on ne va pas laisser le public passer à côté. Il faut qu'on trouve un gimmick, il faut qu'on trouve quelque chose pour accrocher le public. Et à cette époque-là, mon éditeur français, Albin Michel, publiait une auteure de romans policiers dont le succès était invraisemblable en France, qui s'appelait Mary Ginks Clark. Je parle à l'imparfait, elle est toujours vivante d'ailleurs. Et cette auteure était publiée dans une collection spéciale chez Albin Michel, qui s'appelait Special Suspense. Et donc, ils ont décidé de me mettre dans cette collection pour montrer que les gens qui aimaient cette femme pourraient aimer mon livre, bien que je sois français, parce qu'à l'époque, qui disait thriller disait américain, ou disons anglo-saxon. Donc, ils m'ont mis dans cette collection et ils ont fait énormément de publicité pour dire, voilà, on vous présente le français, qui est aussi intéressant que les anglo-saxons. Et ce simple gimmick de marketing a mis vraiment le feu à l'explosif. Et j'ai tout de suite été numéro 1 des ventes parce que le gimmick avait créé une curiosité. D'abord chez les journalistes qui se sont dit tiens, on va lire ça parce que c'est rare qu'un Français s'aventure dans ce domaine. Et puis ensuite dans le public. Et donc du jour au lendemain, voilà, j'ai été numéro 1 des ventes et depuis, chacun de mes livres en France est numéro 1 des ventes. Et qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Alors, ce que je peux vous raconter, c'est qu'en même temps, j'avais fait des premières approches avec le cinéma parce que mon premier livre, qui n'avait pas eu un succès public très grand, avait été remarqué par les producteurs de cinéma français. Et ils avaient trouvé que j'avais des idées, que j'avais un style un peu nerveux, un peu cinéma. Donc en réalité, ma vie, d'un point de vue financier, avait déjà changé parce que le cinéma m'avait appelé pour travailler à des adaptations avec des grands réalisateurs français. J'étais très fier de ça. Et donc évidemment, alors là, j'ai été payé façon cinéma, c'est-à-dire par rapport à mon salaire de journaliste, on peut ajouter, oui, au moins 2 zéros. Donc en réalité, quand Les Rivières pourpres sont sorties et que j'ai eu ce grand succès d'édition, ma vie avait déjà pas mal changé d'un point de vue financier, parce que je travaillais déjà pour le cinéma et je gagnais déjà pas mal d'argent. Alors, derrière, il y a eu le succès des Rivières pourpres, qui m'a complètement assis comme auteur, et puis il y a eu l'adaptation à laquelle j'ai participé. Enfin, bon, ça, William a évoqué le sujet. Le monde du cinéma est très compliqué, en tout cas en France. C'est une espèce de gigantesque chaos. Donc on me demande toujours, êtes-vous content de vos adaptations? Est-ce que vous avez participé? Alors, j'y participe à chaque fois, mais le résultat est, oui, la suite logique du chaos qui a été à l'œuvre tout du long. Donc, je suis toujours content de voir qu'il y a un film à l'écran après, est-ce que c'est bien, pas bien? En tout cas, Les Rivières pourpres a été réalisé par Mathieu Kassovitz, qui était un réalisateur très très à la mode en France et qui a fait un film avec une très bonne atmosphère. J'étais content parce qu'il avait réussi à exprimer ce que j'avais essayé de décrire dans mon livre, c'est-à-dire l'atmosphère de la montagne, les glaciers, avec ces cadavres qu'on retrouvait comme ça. Et le film a eu un énorme succès en France, et d'ailleurs dans toute l'Europe, et au Japon, enfin un peu partout. Sauf sur les territoires anglo-saxons qui sont des territoires assez protégés du point de vue du suspense. Je pense que les anglo-saxons pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un petit français pour leur apprendre le suspense. Et ils ont raison. Hein, Mais en tout cas, après Les Rivières pourpres, donc j'ai continué à écrire mes livres et assez régulièrement à travailler pour le cinéma. Mais autant le dire sincèrement, je travaille la plupart du temps pour le cinéma par passion, parce que j'adore le cinéma, j'adore les bons films, et aussi beaucoup pour l'argent, parce que à chaque fois on me demande si je veux bien adapter mon propre livre, ce qui est peut-être une bonne idée, peut-être une mauvaise idée, je ne sais pas, mais en tout cas je pense toujours être celui qui connaît le mieux mon histoire et ses mécanismes. Donc à chaque fois j'accepte, parce que je pense que je peux aider à l'adaptation, et puis parce que je ne veux pas laisser passer l'argent. Parce que je pense que je peux gagner cet argent et oui, je ne veux pas laisser passer l'argent. Souvent, je réponds ça dans les interviews, ça choque les gens parce qu'ils voudraient que j'ai une motivation artistique, mais en réalité, je suis écrivain. Tout ce qui se passe après, dans le cinéma, ça ne sera pas mon œuvre. Quand vous êtes scénariste, vous êtes un maillon de la chaîne et
pas du tout le plus puissant, loin de là. Et donc, si vous voulez, moi, ce que j'essaye de faire le mieux possible, fini à mon idée, ce sont mes livres. Alors après, les films, ça m'intéresse toujours de travailler, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que j'ai été tellement enthousiasmé par mes collaborations. Mais pourtant, à l'heure actuelle, j'ai 6 ou 7 projets en route, donc je continue toujours, parce que j'ai toujours l'espoir qu'il y ait le bon film, le film comme j'aime en voir au cinéma. J'espère qu'un jour, ça m'arrivera. En tout cas, la dernière chose que je peux vous dire sur le stress du succès et la pression que moi-même j'ai ressentie très très forte, ça paraît un peu inconcevable parce que quand on raconte une sorte de success story comme ça, on se dit, bon ben voilà, un gars qui a eu toutes les chances, il a voulu faire quelque chose, il l'a fait, il a gagné de l'argent, il a eu tout ce qui est induit par l'argent, toute cette vie sympa, les belles femmes, etc. Mais en réalité, il y a une vraie pression parce que je pense qu'il y a 2 types d'artistes. Il y a les artistes qui ont du succès et qui pensent que c'est normal puisqu'ils sont géniaux, donc ils sont très à l'aise avec le succès. Et puis il y a les artistes comme moi qui pensent plutôt que le succès est un miracle. Comme je vous ai dit, il faut toujours beaucoup de chance. Il faut votre talent, il faut la volonté pour écrire 500 pages, surtout au début, quand personne ne croit en vous, que vous écrivez à blanc. Il faut beaucoup de courage et il faut être volontaire. Et puis il faut avoir cette volonté de... Moi, j'ai dû faire des compromis avec le système général du monde de l'argent, du système qui concerne la plupart des gens. Quand vous êtes artiste, vous êtes un marginal, c'est normal. Donc, il faut être assez volontaire. J'ai toujours été contre tout ce système. J'ai toujours refusé d'être, par exemple, salarié dans une entreprise, ce genre de choses. Mais il faut aussi, comment vous dire, pour revenir au deuxième type d'artiste, quand vous pensez que le succès est un miracle, vous pouvez répondre à ce miracle que par une seule façon, c'est par le travail. Donc moi, depuis mon premier livre, je travaille tous les jours de l'année et beaucoup, en me levant très très tôt le matin, parce que je pense que si je travaille bien, c'est une idée vraiment d'enfant, de bon élève. Si je fais mon travail de bon élève, le succès sera toujours au rendez-vous parce que j'aurai fait le maximum pour offrir au public ce qui, a priori, il aime de moi. Mais il y a aussi quelque chose d'assez catholique dans ça. Vous savez, les catholiques, dès qu'ils ont quelque chose de bon, ils ne peuvent pas en profiter pleinement parce qu'ils ont la culpabilité de savoir qu'il y a plein d'autres gens qui n'ont pas ce bonheur. Donc finalement, un catholique ne peut pas être heureux parce qu'il a toujours sa joie gâchée par la non-joie des autres. Donc c'est assez catholique, comme je l'ai fait et que je le fais toujours, de se sacrifier en réalité dans le travail pour mériter son succès. Et c'est aussi assez protestant d'ailleurs. Mais donc c'est chrétien. Mais c'est un semi-sacrifice puisque moi j'adore mon travail et j'ai toujours voulu donc faire ce travail. Bon, vous avez compris quand même que j'ai évolué. Je voulais être musicien, je suis devenu écrivain, mais c'est quand même la même arche. C'est l'arche de l'artiste. Donc tous les matins, je bénis le ciel d'avoir vraiment cette chance inouïe de gagner ma vie avec ce que j'aime. Il faut savoir qu'en France, je ne sais pas en Turquie, mais en France, 95% des auteurs ont un autre travail, ont un autre métier, parce que leur livre ne leur rapporte pas assez pour vivre. Donc, je remercie le ciel tous les matins, mais je le remercie façon moine, c'est-à-dire que je me lève à 4 heures du matin et je me mets au travail. Et il y a quand même cette espèce de sacrifice qui est une espèce de deal avec le destin. C'est aussi de la superstition. Si je me sacrifie à fond pour ça, je mérite la récompense. Oui, je pense que c'est le résultat de mon éducation. En tout cas, pour finir sur cette histoire de stress et de pression, quand j'ai écrit mon premier livre, il y avait une énorme pression. Chaque mot était une question. Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que j'écris une histoire qui est valable? Bon. Le deuxième, je vous l'ai dit, c'était le grand challenge. Est-ce que je vais réussir à écrire mon deuxième livre? Est-ce que je suis un vrai auteur? Mais je m'étais dit, après ce deuxième livre, je vais écrire le troisième tranquillement. Et entre-temps, il y a eu le succès du deuxième livre, le succès des Rivières pourpres. Donc, la pression sur le troisième a été épouvantable, parce que alors là, je me disais, tout le monde va voir que je suis un imposteur, personne ne va aimer ce troisième livre,
et ce qu'on m'a accordé à un petit moment, je vais tout de suite le perdre. Donc le troisième a été terrible. Donc finalement, le quatrième, enfin, j'ai écrit à peu près sereinement. C'est d'ailleurs un livre qui parle de la Turquie, qui s'appelle L'Empire des loups, qui parle d'un sujet qui à l'époque était assez chaud. Je ne sais pas où vous en êtes avec les loups gris, mais en tout cas à l'époque c'était un très bon sujet. C'était un sujet très original en France, personne ne connaissait cette histoire de loups gris. Et puis après il y a eu le 5e, 6e, 7e, et maintenant je suis devenu un artisan à peu près serein. À peu près quand même, parce que quand un art devient un métier, vous avez, comment dirais-je, les exigences du métier. C'est-à-dire par exemple, il faut que vous gagniez la même chose chaque année. Vous savez, il y a un grand sculpteur en France qui s'appelait Alberto Giacometti. Même quand il a été le plus grand sculpteur sans doute du monde et que ses sculptures valaient des millions et des millions, il n'a jamais changé de vie. Il allait dans le petit resto à côté de son atelier, il avait un atelier pourri, je ne sais plus dans quel quartier de Paris, parce qu'il disait « je vais être totalement indépendant face à l'argent. Je ne veux absolument pas que le besoin d'argent influence mon travail. » Moi, je me disais que je ferais pareil, mais j'avoue, j'ai complètement raté le coche parce que je me suis laissé emporter par une vie de luxe. Donc, fatalement, maintenant, mes besoins sont hauts et ça rend d'autant plus indispensable le succès. Donc, en fait, la pression, vous l'avez toujours. Mais j'ai toujours cette réponse personnelle et intime qui est le travail. Comme je travaille comme un fou tous les jours, tout le temps, chaque matin, je me dis que, bon, le deal est respecté et que ça devrait aller. Je vois qu'il est 0 là. C'est bon. Voilà, merci beaucoup.